Bonjour et bienvenue sur Médian TV, de l'ONU à l'Union africaine en passant par la Ligue arabe et plusieurs autres pays et organisations à travers le monde. On salue le rôle positif joué par le Maroc dans le dialogue interlibyen. Une facilitation marocaine qui a permis de parvenir à un compromis au sein de la commission mixte 6+6 au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d'année en Libye. Cela au terme de 2 semaines de réunion à Bouznika au Maroc. Ce sera le premier sujet de notre discussion dans Question d'actu. Le second sujet d'actualité nous mène en Ukraine où Kiev et Moscou continuent de se rejeter la responsabilité de l'explosion qui a partiellement détruit le barrage de Kharkovka dans la région de Kherson. Un nouveau palier franchi dans cette guerre qui dure depuis bientôt 1 an et demi. Énormément de questions se posent sur la tournure qui est en train de prendre ce conflit à l'heure où l'Ukraine entame une contre-offensive pour reprendre ces régions occupées par la Russie. Des questions que nous posons à nos deux invités. Il s'agit de Hassan Saoud, expert en stratégie, avec moi sur ce plateau. Bonjour à vous Hassan Saoud. Bonjour M. Omar Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Notre second invité est en duplex depuis Rabat. Il s'agit de Driss Essaoui, analyste politique. Bonjour à vous Driss Essaoui. Bonjour, c'est Omar. J'espère que vous allez bien. Très bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Tous ces sujets, on va les évoquer tout de suite après ceci. Comme je vous le disais, on commence par le dossier libyen. Donc, au Maroc, un compromis sur l'organisation des élections de fin d'année en Libye a été trouvé. Aujourd'hui, la communauté internationale salue le rôle du Maroc dans la facilitation de ce compromis. Ce que nous allons évoquer d'abord avec nos deux invités. Alors, si Hassan Saoud, encore une fois, le Maroc se distingue par son action positive dans la résolution du conflit en Libye ou bien dans la facilitation du dialogue interlibyen. Alors depuis 2011 et toutes les péripéties et toute la conflictualité intralibyenne, on a connu des rounds de négociations, mais Bouznika, Skhirat, le Maroc, reste le lieu où des avancées notables ont été réalisées dans ce conflit intralibyen. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Maroc n'a pas d'intérêt. Il est un acteur avec une neutralité positive. Il n'attend pas de dividendes politiques, stratégiques ou économiques et il est dans la facilitation. Deuxièmement, parce qu'il fait consensus entre les parties en conflit. Et c'est ça qui fait que toute la réussite et tous les progrès réalisés dans ce conflit fratricide à qui on souhaite évidemment la fin, et le Maroc reste évidemment le pays qui a réussi dans cette médiation dont il a le secret en tant que vieux pays dans sa diplomatie et dans ses positions. En tout cas, comme vous le disiez, le Maroc, ce n'est pas la première fois que les parties libyennes se retrouvent au Maroc. Il y a eu Skhirat, il y a eu Bouznika, mais aussi Tanger en un moment où les parlementaires libyens ont été reçus. Alors aujourd'hui, le Maroc se distingue dans cette facilitation qu'il offre à la résolution du conflit libyen. Alors, le Maroc n'est pas la seule partie qui a l'habitude, où on se retrouve, entre guillemets, mais d'autres parties aussi essaient de faire de même. Driss Essaoui, comme le dit si Hassan Saoud, là quand même, je sens que la différence est nette entre les négociations au Maroc qui gagnent en crédibilité par rapport à d'autres parties qui souvent aussi essaient de s'immiscer dans ce dossier-là. Oui, nous l'avons constaté. Ce conflit libyen ne laisse personne indifférent, il faut le dire. Bon, il y a eu la France pendant un moment qui avait fait des manipulations pour pouvoir justement, d'ailleurs, c'est à cause de la France que la Libye est tombée. Il faut dire la vérité, que ce soit au niveau du gouvernement français ou au niveau de la société civile française. Mais malheureusement, que personne n'a pu apporter de solution, ni de début de solution aux Libyens. Et personne ne l'a fait. Et c'est pour la première fois au Maroc que les partis, qui soient en conflit ou non,
mais les Libyens de haute personnalité sont venus, se sont retrouvés, ils ont discuté en toute impartialité, en toute objectivité entre eux sur le devenir de la nation libyenne. La Libye, c'est un très très grand pays, il faut le dire. C'est-à-dire en dehors du fait que ce soit un pays pétrolier, mais c'est un pays même sur le plan géostratégique qui a une place extrêmement importante. Et la Libye est un pays dont s'intéresse la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Et bien entendu l'Iran. Il y a aussi les Israéliens, les Russes. Tout le monde s'intéresse à la Libye. Pourquoi? D'abord, je vous l'ai dit, c'est la position géostratégique. Ensuite, les richesses pétrolières, elles sont énormes. Elles sont énormes. Alors, autre chose, c'est que durant la période où Kadhafi était au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est un pays qui a acheté énormément d'armements. Ce n'était pas toujours au profit du Royaume du Maroc, il faut le dire. Mais ça s'est fait au détriment des intérêts suprêmes de la nation marocaine. Mais malgré tout, le roi Mohamed VI, le gouvernement marocain, la société civile marocaine sont restés objectifs, ils sont restés debout, ils ne se sont jamais départis de ce rôle fraternel, de ce rôle important d'intermédiation positive pour la question libyenne. Et alors, de toute manière, aujourd'hui, on est véritablement au seuil d'une solution qui va très certainement apporter des solutions faisables et durables pour la Libye. Justement, en parlant de ces solutions, des points qui ont été ou des avancées qui ont été concrétisées ici, parce que le fait que toute la communauté internationale, je le rappelle, aussi bien l'ONU, l'Union africaine, l'OCI, la Ligue arabe et des pays d'autres unions à travers le monde saluent les avancées. Donc, c'est des avancées considérables. Qu'est-ce qui, si Saoud, a été réellement accompli comme avancée à Bouznika? J'ajouterais aussi la mission d'appui des Nations Unies sur la Libye. Exactement. Qui a loué les offres du Maroc. C'est ça, la manule. À chaque fois que les parties en conflit viennent au Maroc, il y a toujours une avancée de quelque sorte que ce soit et qui est positive. En l'espèce, je pense que l'achoppement qu'il y a entre les parties prenantes, c'est évidemment l'élection présidentielle, l'élection législative. Comme nous sommes dans un pays malheureusement au pouvoir bicéphale et qui ne se sont pas entendus pendant un bon bout de temps, parce que ça fait quand même 11 ans que ça dure, là, dans ce round que nous espérons être le dernier avant les élections prévues pour la fin de 2003, il y a ces avancées sur la loi électorale, qui va se présenter, comment ça va se dérouler, les listes électorales, etc. Mais il y a aussi une avancée majeure, c'est l'inclusivité de cette élection, notamment la femme, la jeunesse, etc. Et donc, ce sont des points sur lesquels les deux parties se sont mises d'accord. Il resterait certainement à en décliner les applications une fois qu'ils sont entre eux, parce que je pense qu'ils ont déjà... À finaliser, à faire la finition. À finaliser, mais à traduire sur la loi électorale elle-même, ainsi que sur le texte qui va déterminer le candidat ou les candidats à la présidence de la République, qui n'est pas une moindre affaire tant qu'il y a quand même des points de divergence qui sont importants et qu'on souhaiterait qu'ils soient aplanis, notamment concernant la nationalité des candidats, etc. Il y a des points, peut-être aussi après, penser au 5+5. Parce qu'on ne peut quand vous pas, parlez de 5+5, c'est le volet militaire de l'accord qui est très important, parce que comment peut-on organiser
une consultation ou une élection majeure, des élections majeures, dans un climat d'insécurité et dans un climat où les milices sont encore là et où les tribus ne sont pas encore d'accord entre elles. Je pense que c'est le problème qu'il faut aussi qu'il ne faudrait pas oublier. Et il ne faut pas l'oublier. Militaire 5 plus 5. Donc, alors, Driss Essaoui, comme vient de l'évoquer Si Hassan Saoud, par rapport à ces points d'achoppement, ou bien en tout cas ces points qui restent à régler, notamment l'histoire de la double nationalité. Et là, pour aller directement, on fait référence à Khalifa Haftar, qui détient aussi la nationalité américaine, mais aussi la participation des militaires aux élections. Ce sont deux grands points d'achoppement. Selon vous, comment on peut arriver à finaliser cet accord en réglant ces points-là entre Libyens, que ce soit lors d'un dialogue au Maroc ou ailleurs? Ça va être complètement très première fois. D'abord, le général Haftar est un personnage qui n'est pas du tout souhaité, même s'il a la nationalité américaine, les Américains ne souhaitent pas l'avoir comme étant un partenaire. Il faut le dire. Général Haftar, c'est quelqu'un qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a les armes, et il a ses propres soldats. Alors, les autres partis qui sont impliqués dans la négociation au niveau de la Libye, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, attention, moi j'ai des milices, ils sont prêts à tirer, ils sont prêts à faire ceci, à faire cela. Donc finalement, nous sommes en présence d'un pays où finalement les partis au pouvoir, ceux qui sont censés remplir un rôle important au niveau du terrain. Ils vous disent, nous avons l'argent, nous avons les armes et nous avons aussi les militaires. Alors, les militaires, c'est quoi? Ce ne sont pas que des Libyens, il faut dire la vérité. En Libye, ceux qui sont présents au niveau de la Libye, maintenant, on est en train de montrer le général Haftar avec ses avions, avec ses blindés, etc. Mais à côté d'eux, il y a beaucoup de forces militaires qui ont été justement agglomérées au niveau des principales villes et des principaux points au niveau de la Libye. Et aujourd'hui, comment voulez-vous faire disparaître ces personnalités, ces gens? Et ce sont des mercenaires qui viennent des pays du pourtour, d'Afrique, de Mauritanie, de toutes les régions qui sont proches du Sahara, et que finalement, au lieu que ce soit des intégristes ou des criminels, ils appartiennent à des groupes armés qui ont les moyens d'influer sur la vie en Libye. Alors, quelle solution pouvez-vous espérer, à part celle qui est aujourd'hui discutée entre les partis en présence au niveau des dialogues à Skhirat? Ils sont en train de discuter de lois. Pourquoi les lois? Parce que la communauté internationale a choisi cette voie. Et quand je dis la communauté internationale, je spécifie bien. Ce sont les Américains d'un côté, c'est les Français, les Anglais, c'est les pays arabes influents et qui sont présents avec leurs armes et avec leurs moyens au niveau de la Libye et en dehors de la Libye. Donc finalement, je pense que la solution qui a été trouvée au niveau de Skhirat, au niveau du Maroc, est la meilleure solution que les Libyens auraient pu espérer. Parce qu'on se rappelle que l'Algérie a essayé de jouer ce rôle. Ils ont essayé de faire de l'intermédiation, ça n'a jamais réussi. Ça ne réussira jamais. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, les Algériens, ils sont impliqués dans tous les process de déstabilisation de la région, que ce soit au niveau de l'Algérie, au niveau du Sahara ou au niveau de l'Afrique. Donc on ne peut pas espérer de voir la Libye aller vers la paix, vers la sécurité, vers la stabilité avec tous ces gens-là. Alors, une autre question d'ailleurs qui se pose, c'est par rapport à la faisabilité de ces élections d'ici à la fin de l'année. Si Hassan Saoud, cette question-là se pose. Est-ce que justement, parce que là on avait la réunion du 6+6,
n'est-ce pas? Vous nous avez parlé tout à l'heure des 5+5. Est-ce que, une question, disons, assez double, est-ce que le calendrier électoral est aujourd'hui tenable, c'est-à-dire en 2023, et aussi par rapport à ce 6+6, qui sont-ils en fait? Le 6+6, il est politique. C'est toutes les parties prenantes, le Conseil présidentiel, le comité électoral, la Chambre des députés, les chefs de tribaux, les ONG. Il y a aussi les régions. D'accord. Où il y a évidemment, mais tout ça, le 6+6, il est un peu vague. Il est inclusif. Il est normalement inclusif, et c'est toutes les parties prenantes, qu'ils soient politiques, territoriales, etc., plus certaines instances. Maintenant, est-ce que c'est tenable? Quand vous voyez les discours, tout le monde est d'accord pour le départ des combattants étrangers. Mais c'est sûr, l'application, tant que les combattants étrangers, y compris les Wagner, qui sont là, présents depuis longtemps, et des mercenaires de tous côtés, il faut que ça soit, à mon humble avis, une étape pour montrer la disposition des gens à un dialogue. C'est de laisser les Libyens entre eux. C'est de laisser les Libyens discuter entre eux, parce que qu'est-ce qui exacerbe ce dialogue et cette tentative de réconciliation? C'est les ingérents. Et les ingérants, malheureusement, comme l'a dit mon ami Idriss, ils sont partout. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont au sein du monde arabe. Et tant qu'il y a ces espèces de pression un peu tacites des ingérants, je pense que ça va retarder l'échéance. En tout cas, l'élection prévue en 2023, c'est tout le mal que nous souhaitons à nos amis libyens, en les appelant à de la sagesse et au consensus, sauf que, dernière chose évidemment qui est importante et que j'aimerais exprimer, voilà un chantier maghrébin. Le conflit libyen est un chantier hautement maghrébin. Malheureusement, toutes ces dissensions font qu'il y a beaucoup d'ingérence. Si on avait une union des grands Maghreb comme il faut, même nord-africaine, bien, je suis sûr que les ingérents ne seraient pas là, et je suis sûr que le conflit aurait été réglé facilement. Et ça, c'est un regret que j'exprime maintenant. En tout cas, dans ce rôle du Maghreb, le Maroc, en tout cas, joue pleinement sa partition, puisqu'aujourd'hui, le Maroc est devenu une terre de réconciliation et d'entente pour les Libyens. Justement, Driss Essaoui, vous l'avez évoqué, et Hassan Saoud l'a évoqué, c'est par rapport à ces points de vue de la communauté internationale, ou pas forcément de la communauté internationale, mais des différents intervenants et des différentes ingérences. Si Hassan Saoud parlait tout de suite de sagesse et de consensus, c'est des vocables qu'on entend souvent quand la diplomatie marocaine s'exprime. Alors, dans tout ceci, aujourd'hui, du point de vue marocain, quelle serait selon vous la meilleure solution de compromis pour venir à bout des points d'achoppement qui restent? C'est un conflit pour lequel il est extrêmement difficile de dire c'est la meilleure solution, c'est la solution la plus idoine, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'immixtions, on vient de le dire. En relations internationales, quand il y a de l'immixtion de gens de l'étranger, c'est extrêmement difficile à remettre en place et à mettre un équilibre dans la gestion de ce dossier. C'est extrêmement difficile. Il est vrai qu'aujourd'hui, les 6+6 sont prêts à discuter politiquement, à trouver les solutions. Et demain, 5+5 sur le plan militaire, il y aura aussi une possibilité de trouver des solutions. Mais est-ce que les partis qui font justement cette immixtion dans les affaires intérieures de la Libye, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Non. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, les Français voudraient avoir la main mise sur la Libye, sur le pouvoir libyen. Et ils ne permettront jamais au général Haftar ou d'autres de prendre, disons, de squatter cet espace. Ils savent que ce sont des gens
qui ont du pouvoir, qui ont des moyens. Et les pays arabes sont aussi très influencés et très importants dans cette histoire. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse résoudre tout cela? Aujourd'hui, on est à Bosniaqa. Bosniaqa permet de discuter calmement, de discuter dans le calme et de prévoir l'avenir avec le maximum de sérénité. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Les autres, ils sont sur une braise. Ils sont sur une situation complètement inconfortable et qui ne permettra à personne de pouvoir justement se positionner autrement qu'en s'alignant sur la position de tel ou tel parti. Mais malheureusement, celui qui perd, c'est le peuple libyen. Le grand peuple libyen qui, dans la voie, a été occupé par des gens qui ont d'autres intérêts, sauf ceux de la Libye. Alors, je rappelle que la MANUL, la mission des Nations Unies pour la Libye, a appelé à éviter des tactiques dilatoires afin de ne pas retarder cette échéance-là. Alors, Hassan Saoud, qu'est-ce que la MANUL entend par ces tactiques dilatoires qui peuvent aujourd'hui retarder ce qui est en train d'être fait au Maroc? C'est à juste titre qu'elle le dit, parce qu'il y a des discussions qui ont été fructueuses dans ce pays. Mais une fois qu'on rentre à la maison, c'est les concertations évidemment partisanes, c'est les clans, c'est les milices. Parce qu'ils ont un pouvoir énorme sur les politiques. Et c'est ça le dilatoire, retardateur, etc. Parce que les agendas que le Maroc essaie de faire converger marchent. Il y a encore des choses à peaufiner, mais le gros est là. Mais s'il n'y a pas le consensus, le compromis, mais il faut surtout regarder l'intérêt de ce grand pays ami et dans son intégrité d'abord, dans son développement et dans sa stabilité. Et c'est ça les enjeux que les acteurs politiques ou militaires doivent savoir et doivent mettre en exergue dans leurs réflexions et dans les négociations internes et dans les négociations avec les partis en conflit. Et je pense que, quand j'ai dit sagesse, il faut du réalisme et il faut une vision pour ce pays qui a pris beaucoup de retard alors qu'il a des moyens de rebondir. Et il manque aussi à une union du Grand Maghreb qui peut, dans l'avenir, tirer vers le haut et rassembler tout ce monde-là. Je pense qu'on n'en est pas loin. Maintenant, il faut espérer que ces gens-là reviennent à la raison parce qu'ils en ont besoin et éviter ce que j'appellerais, excusez le mot trivial, les dialogues byzantins internes qui ne font pas avancer la cause. Et j'espère en tout cas que l'échéance électorale aura lieu dans les délais fixés par les Nations Unies et par toute la communauté internationale et les organisations continentales et régionales. En tout cas, on l'espère. Après, on va parler de l'Ukraine dans quelques instants, mais une dernière question, c'est Idriss Essaoui depuis Rabat. Alors, on sait que, vous avez tout à l'heure évoqué cela assez rapidement, on sait que tout le bassin méditerranéen s'intéresse à la Libye. Alors, le Maroc, quand même, est le pays qui a la démarche la plus cohérente, la plus neutre et qui fait aujourd'hui, qui apparaît comme un acteur crédible dans ce conflit. Comment le Maroc peut inspirer les autres pays? En fait, le Maroc est en train de jouer le rôle qui est le sien, celui d'un intermédiaire positif avec un pays dont il a, disons, un grand amour entre les peuples, entre l'histoire du royaume du Maroc et l'histoire de ce pays. Mais malheureusement, la Libye est entourée par qui? Elle est entourée par l'Algérie. On connaît la dépravation du pouvoir algérien. La Tunisie, aujourd'hui, on ne peut rien espérer de la Tunisie. C'est un pays qui est en perdition, qui est en perte de repères. Ils ne peuvent pas orienter quoi que ce soit par rapport à la Libye, alors qu'ils sont mitoyens.
c'est quelques kilomètres qui séparent la Tunisie de la Libye. Comment voulez-vous que les gens puissent se retrouver en équilibre? Les Marocains essaient de le faire et ils savent qu'il est extrêmement difficile de faire discuter des gens qui sont dans cette posture, une posture d'animosité qui est là. Et personne ne souhaitera lâcher justement le pouvoir, lâcher l'initiative. Pourquoi? Parce que la Libye risque d'être véritablement la clé de l'avenir de cette région, parce que, ne l'oubliez pas, c'est le cœur du Maghreb. Le cœur du Maghreb, c'est la Libye, bien sûr il y a l'Algérie et les autres pays, mais elle est aussi proche de l'Égypte, elle est proche du Soudan, le Soudan qui est une poudrière aujourd'hui. Alors, tout ça ne facilite rien du tout. Tant qu'il y a des gens qui interviennent de manière maladroite, on ne retrouvera pas justement l'équilibre souhaité. En tout cas, le Maroc aujourd'hui se distingue de façon positive. Ce sera là la conclusion de cette première partie de questions d'actu consacrée donc au dossier libyen. À présent, place au second sujet porté sur l'Ukraine. Je le disais donc tout à l'heure, le second sujet nous mène en Ukraine où Kiev et Moscou continuent de se rejeter la responsabilité de l'explosion qui a partiellement détruit le barrage de Kakhovka dans la région de Kherson. Un nouveau palier franchi dans cette guerre qui dure depuis bientôt 1 an et demi. Énormément de questions se posent sur la tournure qui est en train de prendre ce conflit à l'heure où l'Ukraine entame une contre-offensive pour reprendre les régions occupées par la Russie. Avec nous toujours, avec nous toujours Hassan Saoud, expert en stratégie, et Idriss Essaoui depuis Rabat. On continue d'évoquer ces deux sujets. Alors, finalement, l'Ukraine. Il y a 1 an et demi, on croyait que la Russie n'allait faire qu'une bouchée de l'Ukraine. Apparemment, ce n'est même pas apparemment, mais c'est évident que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec l'explosion de ce barrage, l'Ukraine qui entame une contre-offensive, où nous mène ce conflit ? Alors, rapidement, vous avez raison, c'était parti pour être une promenade de santé. Et l'installation d'un régime russo-compatible, on se retrouve aujourd'hui avec la Russie en position défensive. Parce qu'il y a eu une mauvaise évaluation, un mauvais diagnostic de la situation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, il y a une contre-offensive en préparation. Ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas la contre-offensive majeure, comme on dit dans le jargon. Nous sommes dans des reconnaissances offensives, comme on les appelle dans le jargon militaire. On teste le pouls d'un dispositif défensif. On regarde où est-ce qu'il y a le ventre mou, si vous voulez. On emploie des missions de renseignement satellitaire par drone, etc., pour voir comment on peut trouver une brèche, comme les anglo-saxons appellent le chipping, on essaye d'ébrécher. On en est là. Et les moyens qui sont employés, valeur aujourd'hui, ne sont pas énormes. Vous parlez de la partie ukrainienne. La partie ukrainienne, parce que la partie russe, elle est dans une autre posture. Il y a à peu près 5 fronts, Bakhmut évidemment, un peu le Kherson, Zaporizhia dans cette zone-là. Et n'oublions pas aussi l'incursion des opposants russes à Belgorod. Qui est en Russie. En Russie, mais sur le territoire russe voisin. Alors voici où on en est. Évidemment, nous pensons que ce conflit, comme on l'a dit sur les plateaux de cette chaîne, il est appelé à durer. Et ce sont des batailles qu'on gagne ici et là. Côté russe, évidemment, on continue à bombarder certains sites, soit par l'artillerie, soit par des missiles ou évidemment des armes sur certains sites dans une opération d'attrition qui continue. Voilà où ce que l'on est maintenant. Maintenant, l'Ukraine attend des renforts. Les véhicules blindés sont arrivés, les canons sont arrivés, les missiles sont là, l'aviation n'est pas encore là.
Donc j'imagine que c'est un travail de préparation qui est en train de faire, même s'il est un peu violent, mais c'est pour voir où c'est que l'Ukraine peut faire l'axe d'effort sur la pénétration pour aller reconquérir d'autres. On en est là aujourd'hui. On va attendre évidemment l'évolution de la situation. Mais je pense que si l'Ukraine, qui a déjà une cinquantaine de milliers derrière avec des blindés donnés par l'Occident, si, à mon avis, l'aviation ne participe pas dans une manœuvre qu'on appelle intégrée, je pense que ça va durer. Voilà. Justement, assez rapidement, pensez-vous que l'Ukraine a les moyens de repousser la Russie? Écoutez, je pense que dans l'histoire, les envahisseurs n'ont jamais gagné à la fin. Ça, c'est l'histoire. D'accord, je pense que la réponse est assez claire. Oui, il y a évidemment il y a une guerre sociale. L'Ukraine fait de la guerre sociale, tout le monde participe à la guerre. Il y a des moyens, il y a une volonté qui est inébranlable parce qu'on défend un territoire, une idée, une démocratie ukrainienne. Et évidemment, il y a un agresseur et un agressé. Il y a une intégrité territoriale reconnue par la communauté internationale qui a été violée. Il faut le dire. Et évidemment, moi, de mon point de vue, ça va s'installer dans la durée, mais c'est à celui qui aura le moral qui vaincra. En un mot, je retire ce que vous avez dit, l'envahisseur n'a jamais gagné une guerre. En tout cas, c'est important à savoir. Alors, entre l'envahisseur et l'envahi, on ne sait pas qui a bombardé ou qui a fait sauter ce barrage donc, de Kakhovka dans la région de Kherson. Driss Issaoui, les deux parties s'accusent aujourd'hui mutuellement, se rejettent la responsabilité. Qui aurait intérêt à faire sauter ce barrage? Vous savez, on est en train de parler d'un sujet qui est extrêmement difficile à saisir. Pourquoi? Parce que sur ce conflit, il n'y a pas de moyens d'information crédibles ni diversifiés qui peuvent nous rendre compte de ce qui se passe réellement. La partie russe, elle est hermétique, fermée. Et même les Européens ont fait en sorte que la voix de la Russie ne soit pas entendue ici, parce qu'ils ont des chaînes de télé dans toutes les langues, etc. Mais on ne les capte plus. Ils sont plus... Mais demain, on veut comprendre ce qui se passe. Les Russes ont dit que c'est une promenade de santé, on va partir, on va régler le problème avec les Ukrainiens, on reviendra, bien sûr, on va y installer un régime qui sera pro-russe et on reviendra. Or, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, d'autant plus que l'Ukraine est un réservoir de matières premières, est un réservoir de produits pétroliers, est un réservoir de toutes les matières qui font les équilibres. Et d'ailleurs, à cause de cette guerre, les équilibres au niveau de l'Europe, au niveau des pays européens, au niveau des pays d'Afrique, sont aujourd'hui remis en cause. Remis en cause, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que peuvent faire les Russes, que peuvent faire les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont entre les mains de la France, entre les mains des Européens. Et quand on dit les pays européens vont donner des armes à l'Ukraine, alors ne croyez pas que c'est de l'aumône, c'est de l'argent qui est prêté par tous ces pays et qu'ils iront demain demander à l'Ukraine de le rembourser une fois que le conflit a été enterré. Alors, en fin de compte, nous sommes en face d'une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée, où il y aura beaucoup de dégâts en vie humaine, de dégâts sur tout ce qui se passe au niveau des territoires ukrainiens et russes, et que finalement, on va se rendre compte que ce sont les femmes et les hommes bons, justes et démocrates qui vont recevoir
des coûts à travers cette guerre. Et c'est Alors, une guerre qui n'est pas du tout celle dans l'intérêt ni des peuples, ni disons, de la communauté internationale. En tout cas, on a vu ce qu'en est comme répercussion au niveau de l'inflation à travers le monde. Aussi bien les prix énergétiques qu'alimentaires ont connu une inflation jamais vue à travers la planète et jamais aussi généralisée. Alors, Driss, Hassan Saoud, la question aussi qui se pose, c'est qu'on a l'impression que cette guerre, comme je le disais tout à l'heure en introduction, franchit à chaque fois de nouveaux paliers. C'est comme si à un moment, on se passe des règles de la guerre, parce que ce sont des infrastructures critiques qui sont visées, des centrales électriques, des barrages. Alors, cette guerre est-elle en train de montrer les limites des conventions internationales en la matière? Absolument. Permettez-moi de rebondir sur la question du barrage. Qu'est-ce que c'est? C'est un des grands barrages d'Ukraine qui date de 1955. Et il est sur un fleuve qui fait 2200 km avec 18 milliards de mètres cubes et une multivocation, irrigation, production d'électricité, navigation et l'eau potable pour la Crimée. La Crimée qui est occupée par les Russes depuis 2014. Exactement. Et cette infrastructure qu'on appelle d'importance vitale, qui a été prise en même temps que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et de Kherson par les Russes, il faut le signaler. Et ils y sont jusqu'à présent. Donc, vous avez dit qu'il y a intérêt. Je vais vous dire qu'il y a ce brouillard de la guerre. Et c'est propre à la guerre, on se rejette la responsabilité. Mais si on traite le factuel, il est sous la protection des Russes. Il ne peut pas, l'artillerie ou les bombardements ne peuvent pas le détruire. Et il faut savoir que dans l'ex-URSS, quand on construit un barrage, par faute, par peur qu'il soit un lieu de franchissement, eh ben, il y a des lieux où on met des mines et ça date de l'URSS. Je pense que, en l'espèce, ce n'est ni un bombardement, ni de l'artillerie, ni de missiles. Évidemment, les images le prouvent. Ce n'est pas du tout une attaque de missiles. Voilà, mais c'est de l'explosif. C'est ça, effectivement. Qui a été mis. Alors, comme on dit dans le jargon, à qui profite le crime? Effectivement. Vous êtes en défensive, il y a une contre-offensive qui se prépare, et ben, le minimum. Et puis, il y a l'incursion à Belgorod, qui n'a pas été... qui a suscité l'ire et puis le mécontentement russe. Et donc, je pense que c'est une action russe, même si les États-Unis et la Grande-Bretagne sont à la retenue en attendant des éléments, mais le but étant de créer de la désorganisation dans le dispositif et de retarder le dispositif. Et je pense que c'est clair. Maintenant, vous avez posé cette question de la guerre. Il n'y a pas de guerre propre. Les règles de la guerre. Il n'y a pas de guerre propre. En l'espèce, nous sommes dans un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Songez que on connaît pas encore le bilan humain. Il faut attendre la décrue mais c'est un désastre humanitaire, c'est un désastre économique, c'est un désastre écologique effectivement. Et environnemental. Nous sommes dans l'écocide. Et donc, je pense que la Convention de Genève, le traité de Rome ont été envoyés, parce que ça fait partie des infrastructures que le droit international humanitaire ou le droit de la guerre interdit. Malheureusement, la Russie n'est pas à sa première action.
de transgression des accords de Rome. Et c'est dommage. En tout cas, c'est un point de vue militaire. Hein. Je rappelle que ce barrage, comme l'a rappelé Hassan Saoud, alimentait la Crimée en eau. Maintenant, on se demande qui aurait intérêt à le faire sauter, sachant que la Crimée dépendait de ce barrage pour sa fourniture d'eau et la Crimée entre les mains des Russes. Alors, pardon, Omar. Oui, assez rapidement. Pour l'addiction d'eau en Crimée, ça a été coupé en 2015 par les Ukrainiens. Déjà. Donc, ils ont l'habitude. D'accord. En tout cas, c'est à suivre. Alors, il nous reste à peine 4 minutes, Driss Essaoui. Alors, vous avez parlé du soutien occidental, vous avez parlé du fait que les Ukrainiens devront payer le prix de cette guerre. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, est-ce que les Occidentaux et les Russes ne seraient pas favorables à ce qu'on en reste là, afin d'épargner toutes les parties en termes d'engagement, notamment de dépenses, etc. Je ne le pense pas, cher ami, sincèrement. Les gens qui sont dans une guerre, ils sont dans une logique destructive. Et quand on mène une guerre, on est toujours convaincu que l'on va gagner. Et quand on gagne, ça veut dire que personne ne remettra en cause les objectifs qui ont été tracés dès le départ. Et les objectifs tracés ici, c'est de faire infléchir la sécurité de l'Ukraine, de l'occuper, et particulièrement avec la Russie, c'est quoi? La Russie, c'est la fédération où il y avait l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Tous ces pays faisaient partie du même groupe. Aujourd'hui, ils sont libérés. Alors, mais libérés sous conditions. Et la Russie ne souhaite pas que ces gens puissent se libérer pour devenir complètement indépendants sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan financier. Et de toutes les manières, même les politiques ukrainiens, c'est-à-dire qui ont à leur tête un ancien comédien, est-ce que lui est en train de jouer toujours de la comédie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de mener son peuple à une réussite, à une réussite au niveau de cette guerre? Je ne pense pas sincèrement, parce que les Russes sont des gens qui sont aujourd'hui convaincus qu'ils doivent gagner et ils feront tout pour le faire. Alors pour ça, je pense que la Russie ne reculera devant rien pour détruire au maximum les territoires, les hommes et la civilisation au niveau de l'Ukraine. Et finalement, s'ils peuvent encore une fois occuper de manière abusive le territoire ukrainien, ils n'hésiteront pas à le faire. En tout cas, c'est à suivre. Ça va être ma dernière question, si Hassan Saoud. On parle des perspectives, on en a parlé. Alors, l'été est déjà là. On a vu comment les Ukrainiens ont réussi l'été dernier à avancer sur le terrain. Pensez-vous que le même scénario devrait se reproduire cet été encore, assez rapidement? Je pense que l'offensive majeure va avoir lieu, certainement. Peut-être qu'ils attendent des renforts. Mais concernant l'issue, sans vouloir être cynique, c'est malheureusement le rapport des forces qui déterminera la paix. Et les positions sont tellement éloignées que je ne vois pas d'issue immédiate pour un règlement politique de ce conflit qui va, de mon point de vue, encore s'éterniser. Et je pense qu'il va traverser et les élections américaines, et les élections russes, et les élections de Taïwan. Et ça sera dommage. En tout cas, c'est à suivre. Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Ce sera dommage. Donc, avec cette guerre, merci à vous, Hassan Saoud. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et en stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Driss Essaoui depuis Rabat, analyste politique, que nous avons le plaisir toujours d'avoir avec nous sur Médien TV. Driss, merci à vous. Merci, mon frère. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Questions d'actu sur notre site www.medientv.com. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend de là où vous êtes. Et bonne suite de programme sur Médien TV.